L'appel téléphonique que vous êtes sur le point d'entendre est celui de Beth Stouffer, 8 ans, qui a été kidnappée avec sa mère Marie. Le 15 juin 1980, à 22h14, le ravisseur a permis à Beth d'appeler son père le jour de la fête des pères. Le FBI l'a enregistré. Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, yes. Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We can't talk anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk? Talking milk. Hey, Dad? Can I talk to him? No. Marie Stouffer, 36 ans. Beth Stouffer, sa fille de 8 ans. Kidnappée, enchaînée, abusée pendant 53 jours. Mais ils se sont échappés et Ming Seung-su a été arrêté le même jour. Au cours du procès, il a attaqué Marie, laissant une cicatrice sur son visage. Il a même engagé un tueur à gages pour la tuer, mais elle a survécu et s'est assuré que Ming ne terroriserait plus jamais personne. Dans la petite ville de Roseville, Minnesota, Marie vit avec son mari, IRV, et leurs 2 enfants, Steve et la douce petite Beth. La maison est comble car la famille déménage aux Philippines. Nous sommes le 16 mai 1980. Marie emmène Beth pour une dernière course avant le grand jour. Quand Beth est rentrée de l'école, j'ai dit « Allez, allons vous faire couper les cheveux pour que nous soyons beaux ». Au fil des heures sans nouvelles d'eux, le mari de Marie, IRV, et leur fils de 6 ans, Steve, s'inquiètent de plus en plus à la maison. Aux alentours de la ville, la police recherche un enfant nommé Jason, qui a été kidnappé le jour même. Petit garçon kidnappé. Jason jouant dans un parc. Je ne suis jamais revenu. Histoire terrifiante. Mais ils n'ont aucune idée que Marie et Beth ont disparu. C'est la nuit. IRV décide finalement d'appeler la police. C'est alors qu'il apprend l'existence du garçon disparu, qui a été enlevé par un homme aux cheveux noirs. L'homme sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Cela reste une scène extrêmement active. IRV craint le pire pour sa femme et sa fille. La recherche devient nationale, barrage routier, échouement, soutien aérien. Il trouve la voiture de Marie laissée dans un fossé, mais aucune trace des enfants disparus ou de Marie. IRV est frénétique, et au fil des jours, ses espoirs de voir sa famille en vie s'amenuisent. Nous sommes le 15 juin 1980. C'est la fête des pères, et IRV est à la maison avec son fils Steve, mais toujours aucune nouvelle de Marie ou Beth. Cela fait 30 jours depuis leur enlèvement. C'est alors que le téléphone sonne. Son appel téléphonique énigmatique cache une vérité beaucoup plus sinistre sur ce qui est arrivé à sa fille et à sa femme. Le jour de l'enlèvement, Marie et Beth quittent le salon de beauté. Les deux traversent le parking. We saw a man walking toward us. And I looked up, I thought perhaps he wanted to ask directions. And he had a gun. He pulled out the gun and put it at Beth's side and said, I need a ride. Il les force à monter dans leur propre voiture et s'assied à côté d'eux. Son arme pointée sur la petite Beth. Marie fait tout ce que l'homme dit et s'en va. Elle ne reconnaît pas encore l'homme. Elle ne sait pas qu'elle est censée le faire. Il s'arrête à un feu rouge. Juste derrière eux se trouve une voiture de police. Nous sommes arrivés à une intersection et je me souviens qu'il a dit « Si cette voiture de police tourne dans le même sens que nous, vous êtes morts. » Mais la voiture de police ne tourne pas. Après 1 heure de route, l'homme dit à Marie d'arrêter la voiture. Il a ouvert le coffre et j'ai réalisé qu'il allait nous mettre dans le coffre. C'était très, très effrayant pour moi. J'ai dit « S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le coffre. Nous ne pourrons plus respirer. » Nous étions allongés sur le ventre, puis le coffre a été fermé. Bâillonnés, ligotés, piégés dans le coffre d'une voiture en marche. Les deux font de leur mieux pour se détacher, mais le bruit attire l'attention de leur ravisseur. Il souleva le couvercle du coffre et vit que ses cordes étaient dénouées. Le coffre grand ouvert, 2 garçons à vélo s'approchent de la voiture. L'un reste à l'avant de la voiture, l'autre se dirige vers le coffre arrière où il l'a ouvert et il regarde à l'intérieur et il voit cette femme et son enfant collés ensemble et son alarme dit « Ouah ». Tout d'un coup, quelque chose a été placé sur mes pieds. Ensuite, j'ai entendu des gémissements et j'ai pensé « C'est un enfant ». Jason Wilkman, 6 ans, était juste curieux. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, et pour cela, il a été emmené. Ensuite, j'ai commencé à parler. J'ai dit « Je m'appelle Marie, et j'ai 36 ans, et notre fille Beth est ici et elle a 8 ans, et nous ne savons pas qui est cet homme, et nous ne savons pas ce qu'il veut, et nous ne savons pas ce qu'il va nous faire. » Et puis la voiture s'est arrêtée, et le couvercle du coffre était ouvert, et Jason a été retiré du coffre, puis le couvercle du coffre a été fermé, puis tout était calme. Et je me souviens avoir pensé qu'il nous avait laissé mourir ici. Mais après ce qui semble être une éternité, l'homme revient. Il le fait sortir de la voiture, dans une camionnette, mais il n'y a aucun signe de Jason. Marie demande ce qu'il a fait avec le garçon.
Il dit qu'il l'a laissé quelque part où il pourrait être trouvé. Il a menti. Il faudra des mois à la police pour découvrir que Jason a été assassiné. Mais Marie n'est pas stupide. Elle sait qu'il ne faut faire confiance à rien de ce que l'homme dit et elle est terrifiée à l'idée de ce qu'il pourrait lui faire, à elle ou à sa fille. Ensuite, Marie et Beth sont conduites dans une petite maison et forcées dans un petit placard de chambre. Un placard transformé en prison. Il y avait une ampoule avec une chaînette. Il y avait un tapis sur le sol et 2 petits coussins. Ils ont pris un tournevis et ont retiré la poignée de l'intérieur de la porte, et nous avons été enfermés dans ce placard. Nos mains étaient toujours liées. Nous ne pouvions pas atteindre et allumer la lumière. Et donc la seule chose que nous pouvions faire était de nous allonger sur ce sol. Nous devions juste essayer de nous reposer car nous ne savions pas ce que le lendemain apporterait. Au cours de la première semaine de leur captivité, Marie est emmenée dans le salon où l'homme l'attache à un canapé. Il enlève son bandeau. Elle voit qu'un caméscope est installé et qu'elle est filmée. Ensuite, elle découvre enfin de quoi il s'agit. Il avait en fait été dans les bois derrière notre maison en utilisant probablement des jumelles. Il savait que Beth avait un petit maquillage Barbie qui se trouvait sur le dessus de la commode de sa chambre. Il connaissait notre fils, Steve. Il savait que mes parents étaient venus lui rendre visite. Il m'avait suivi une fois sur l'autoroute. En fait, il savait même où se trouvait la clé de rechange de notre appartement. L'homme était obsédé par Marie. Il la harcelait depuis 10 ans. Et comme elle déménageait aux Philippines, il voulait la rattraper avant qu'elle ne s'enfuie. 15 ans plus tôt, Marie est enseignante au secondaire. Dans sa classe, un jeune garçon nommé Ming Sen-Shu tombe amoureux d'elle. Ming, 15 ans, serait violent envers ses jeunes frères et sœurs et sa mère est terrifiée par lui. Cela ne peut signifier que de mauvaises nouvelles pour l'enseignant sur lequel il a verrouillé les yeux. À la fin de l'année, il devient furieux d'une note qui, selon lui, a brisé son score parfait. Il a dit « Vous vous souvenez de la note que vous m'avez donnée ?» Et j'ai dit « Eh bien, non, je ne le fais pas, mais cela a dû être un F pour vous de me faire ça. » La note ? B. Depuis, son obsession n'a fait que se renforcer. Il en veut à Marie et veut qu'elle l'aime à tout prix. La discussion vidéo dure des heures, une tactique étrange que Ming utilise pour persuader Marie de tomber amoureuse de lui. Mais si cela ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Il prend juste. Il les avertit plusieurs fois, s'ils essaient quoi que ce soit, il les tuera. He hammered it into us. If I ran away, he'd kill her. If you did anything, he'd kill me. Le 7 juin, l'homme pousse son fantasme d'avoir une vie de famille avec Marie plus loin et loue un camping-car pour un voyage à Chicago. Il laisse Beth à l'intérieur du camping-car, enchaînée, tandis que Marie et lui sortent en public, son arme la gardant sous contrôle. Au cours de ce voyage, Marie et Beth tentent d'être secourues. Marie utilise son chèque de voyage pour payer, sachant qu'il doit alerter le FBI de sa transaction et de sa localisation. Le FBI n'a jamais reçu l'information. Beth, d'autre part, prend le risque d'arracher les stores d'une fenêtre et de regarder dehors juste au moment où les adolescents passent. Pour la première fois, elle a le courage d'agir, même si Ming a menacé de tuer sa mère si elle tentait quoi que ce soit. Elle crie aux adolescents, disant qu'elle a été enlevée et demande leur aide, mais les adolescents se moquent d'elle et lui disent d'arrêter de faire des histoires. Ils partent. Le 4 juillet, Ming les emmène voir le feu d'artifice. Avant de sortir de la camionnette, il les avertit, comme il l'a fait de nombreuses fois auparavant, que s'ils essayaient quoi que ce soit, il les tuerait ainsi que tous ceux qui se trouvaient à proximité. À ce moment, une voiture de police passe et s'arrête au feu rouge. Marie n'ose rien faire. Elle dit, je cite, « Je ne pouvais rien y faire parce qu'il avait toujours son arme et il avait toujours Beth. » Mais elle mémorise le numéro de téléphone écrit à l'arrière de la voiture de police, et des gros chiffres. Quand il rentre à la maison plus tard dans la nuit, elle le fait également mémoriser par Beth. 6 juillet. Alors qu'ils sont assis autour de la table, Mink leur fait jouer un autre fantasme. Soirée-jeu en famille. C'est alors qu'il annonce la pire nouvelle que Marie ait jamais entendue. Il les emmène loin dans une autre maison. Le temps presse, Marie sait qu'elle doit tout risquer. Le 7 juillet, alors que Ming est sorti, Marie et Beth sont étroitement enchaînées à la porte à l'intérieur du placard. Marie regarde les gonds de la porte. Pensez. Elle sait que Ming peut revenir d'une seconde à l'autre. Elle n'a aucun outil, juste ses ongles pour retirer l'axe de la charnière. Elle sait qu'il est peu probable que la goupille se détache aussi facilement. Mais elle doit essayer. Je suis donc allée vers la porte, j'ai tenu la porte d'une main, et j'ai tiré l'axe de la charnière de l'autre. Il est sorti comme s'il était graissé. La porte s'est séparée. Il était clair que notre câble allait passer. Beth, elle a tout de suite paniqué. Elle a commencé à tirer sur mes vêtements. Elle a dit, « Maman, ne faites pas cela. Maman, vous savez ce qu'il a dit. S'il nous trouve en train de nous échapper, il va nous tuer. »
Vous savez, je veux dire, elle était vraiment paniquée. Je lui ai giflé la joue. Je l'ai assise sur la chaise et j'ai dit, écoutez Beth, si Dieu nous a donné cette voie d'évasion, nous devons la prendre. Bien sûr, c'est dangereux. Si Ming rentre à la maison et nous trouve en train de nous échapper, il va nous tuer. Nous savons que. Mais si c'est la voie de Dieu, il prendra soin de nous. Mais je ne peux pas me battre contre vous. Nous devons travailler ensemble dans ce domaine. Nous sommes enchaînés et nous devons travailler ensemble. Beth comprend et il se dirige vers la cuisine. Marie attrape le téléphone, compose un numéro qu'elle a mémorisé à l'arrière de la voiture de police 3 jours auparavant. Un instant plus tard, un répartiteur du bureau du shérif répond. Marie dit, voici Marie Stouffer. Je pense que vous me cherchez moi et ma fille Beth. Accélérez s'il vous plaît. Nous sommes détenus dans une maison. Il a chargé des fusils ici. Il nous tuera ainsi que tous ceux qui essaieront d'entrer ici. N'essayez pas d'entrer s'il est là. Le répartiteur donne à Marie des instructions strictes pour qu'elle reste à l'intérieur de la maison et loin des fenêtres. Marie met fin à l'appel. Peut se cacher derrière les buissons. Marie écoute sa fille aller à l'encontre des instructions du répartiteur. Ils sortent par la porte arrière de la maison, tout en restant enchaînés. Ils s'accroupissent derrière une voiture, hors de vue, mais ils n'ont aucune idée qu'à ce moment-là, les flics sont déjà là, sécurisant la zone, s'apprêtant à emménager dans la maison. Sans aller voir encore à l'intérieur, les agents font irruption. À ce moment, l'un d'eux remarque un véhicule garé à l'extérieur. Une chance que Ming Sen ait su soit rentré chez lui avant l'arrivée de la police. L'officier s'approche du véhicule. Il voit une silhouette d'en dessous, accroupie cachée derrière la voiture, Marie et Beth. The day we escaped, the air smelled sweet, like I remember the feeling of the sun. There's nothing like just feeling the freedom. When we were taken to the sheriff's office and I first saw my husband Irv and our son Steve, it was just so marvelous to hug each other. La police arrête Ming le jour même, mais le soulagement est accueilli par une nouvelle tragique. Lorsque les agents escortent Marie et sa fille au poste, ils demandent si le garçon Jason est toujours à l'intérieur de la maison. Cela confirme ce que Marie craignait depuis le début. Jason est mort et ils n'ont toujours pas retrouvé son corps. Avant longtemps, Marie et Beth sont appelés à témoigner contre Ming devant le tribunal. Il n'est pas rare que les ravisseurs et les criminels admettent ou prétendent qu'ils regrettent leurs actions une fois qu'ils sont pris. Daniel Bradford, l'homme qui a sorti la petite Jennifer Shue de sa chambre la nuit, a craqué pendant son interrogatoire. Bobby Jolon a avoué qu'il ne se sentait pas bien de ce qu'il avait fait à Lisa McVeigh ou à ses autres victimes. And the worst thing is I don't understand why. I don't understand why. And the worst thing is I don't understand why. I don't understand why. Mais Ming Sin-Su n'est pas comme la plupart des ravisseurs. Il a dit, même si je suis mis en prison pendant très longtemps, quand je sortirai, je vous poursuivrai, et si vous êtes mort, je poursuivrai vos enfants. En prison, Ming engage l'un des détenus et promet une somme de $50,000 s'il tue Marie et Beth avant le procès. Mais le détenu va directement au FBI et leur dit tout. Ming est furieux, mais il sait qu'il verra Marie une dernière fois pendant le procès. En 1980 et 1981, il y a eu 2 procès. L'un était pour le kidnapping de Beth et moi, et l'autre était pour le meurtre de Jason Wolfman. Notre ravisseur a sauté de sa place à la table de défense. Il m'a attrapé par le cou et a tenu un couteau devant moi et m'a dit « Recule ou je la tue ». J'ai été coupé au visage. Yes, Betty. We can't talk anymore. Maintenant, il s'assure que Ming Sin-Shu ne fera plus jamais de mal à personne. Notre ravisseur a été reconnu coupable. Le juge l'a condamné à perpétuité. La libération conditionnelle a été refusée, nous étions très satisfaits qu'il reste incarcéré. La libération conditionnelle a été refusée, nous étions très satisfaits qu'il reste incarcéré. Même après tout ce que Ming lui a fait à elle et à Beth, Marie a survécu et a aidé sa fille à retrouver la vie qu'elle méritait. Beth est maintenant mariée et a des enfants. Quant à Marie, elle est allée aux Philippines avec sa famille. Avec le temps, les cicatrices de son enlèvement la rendaient forte et résistante. Elle est récemment devenue une arrière-grand-mère.